Bon, on est maintenant rendu à notre quatrième et dernière présentation. Donc, notre présentateur est en troisième année au baccalauréat en génie électrique. Il est aussi un bénévole de BistroBrain, mais ce soir, c'est en tant que présentateur qu'il va venir nous parler. Dans ce temps libre, il aime regarder des affaires un peu qui portent sur la recherche et l'innovation. Et aujourd'hui, il va nous présenter les réseaux sociaux de demain. Accueillez chaleureusement Jean-Sébastien Giroux. Tu peux le remonter parce que moi, je suis petite. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les réseaux sociaux de demain. Alors, pour commencer, à main levée, qui ici utilise les réseaux sociaux? Oui, à peu près tout le monde ici a les réseaux sociaux. Donc, vous êtes tous familiers avec les réseaux sociaux qui sont présentés devant l'écran. Encore une fois, à main levée, rapidement, combien de temps vous pensez qu'on passe à chaque jour sur un réseau social, globalement? Est-ce que quelqu'un a des idées? 2 heures. 3 heures. 2 heures, 3 heures. OK, ouais, c'est quand même des bons chiffres. En fait, quand on regarde les statistiques, on réalise qu'on passe en moyenne 2 heures et 27 minutes par jour sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même considérable. On peut voir la statistique qui a augmenté au courant des dernières années. Utiliser les réseaux sociaux, ça a plusieurs bénéfices qu'on pourrait noter. Qui sont les suivants. Dans le fond, on aurait une meilleure connectivité sociale. Dans le fond, on pourrait interagir avec ses amis plus facilement ou les groupes gouvernementaux pourraient communiquer avec nous plus facilement. On a aussi une implication sociale qui serait meilleure. En fait, ça ferait en sorte qu'on pourrait avoir des groupes de personnes des groupes de personnes qui seraient reliés entre nous, qui ont des champs d'intérêt semblables aux nôtres. Ensuite de ça, on aurait aussi une facilité d'obtenir de l'information et aussi de valider notre information qu'on partage en ligne. Et ça, c'est aussi un moyen de divertissement intéressant. Par contre, en regardant la population en général, on réalise que beaucoup de personnes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou sur leur téléphone en général. Comme c'est pas rare de voir des dîners entre amis, tout le monde sur leur téléphone, d'aller dans les transports en commun, voir tout le monde arriver sur son écran. Dans les meetings au travail, de voir les gens l'utiliser très souvent. Et de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus présents sur leur téléphone cellulaire. Donc, ça amène à la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut voir ce phénomène devant nos yeux? Alors, il y aurait des pistes de solutions. Peut-être parce que l'information qui est présente sur les réseaux sociaux est très pertinente ou peut-être même parce que les mimes qui sont présents sont super attrayants, donc on ne peut pas arrêter de les regarder. Ou bien, il y aurait une raison toute autre à ça, qui serait la suivante, qui serait l'économie de l'attention. En fait, l'économie de l'attention, dans le fond, c'est qu'on génère des revenus avec l'attention des utilisateurs. En fait, on n'a pas un produit en tant que tel. Le produit est l'utilisateur et plus spécifiquement son attention. Donc, on essaie de le maximiser au maximum. L'objectif derrière ça des compagnies qui utilisent un modèle d'affaires d'économie d'attention, ça va être de faire en sorte que l'application soit le plus addictive possible, que les consommateurs la consomment au maximum. Pour y arriver, on va avoir des récompenses variables par intervalle. On va aussi on va prendre avantage, dans le fond, du désir de validation sociale. Et on va aussi essayer d'inhiber les mécanismes qui nous diraient « Ah, ça fait longtemps que je suis sur le réseau social, il faudrait que j'arrête. » On va l'inhiber au maximum. On pourrait voir ça et se dire c'est quoi les conséquences et est-ce que c'est éthique de faire cette façon de faire? Alors, les conséquences, c'est une attention qui est fragmentée parce qu'on va utiliser le téléphone assez souvent tout au long de la journée. On va aussi avoir une perte de productivité qui va être vue dans toutes les sphères de la société. On va aussi avoir une influence qui peut être exercée de masse sur la population. Juste à penser à l'affaire Cambridge Analytica où que les intentions de vote ont été manipulées. On va aussi avoir une polarisation des groupes sociaux et ça pourrait amener aussi au cas extrême à radicaliser les individus qui sympathisent pour des causes terroristes. Alors, pour savoir si c'est éthique, je vais vous présenter Chamath. Dans le fond, c'est un des ingénieurs de Facebook qui a travaillé dans le fond dans
pour faire en sorte que le réseau social soit utilisé au maximum, qui lui a fait une rencontre à Stanford devant des étudiants et qui a avoué que, dans le fond, les compagnies Internet, dans le fond, présentement, leur objectif, c'est de maximiser la rétention d'informations. Il a aussi avoué se sentir extrêmement mal des conséquences que ça a engendré sur la population. Et il disait aussi que les récompenses de dopamine qu'on crée dans les applications qui sont Facebook, Instagram et autres, il considère que ça perturbe le fonctionnement fondamental de la société. Et ça, c'est une citation qu'il a dit lors de son entrevue, que lui-même n'utilisait pas son produit puis qu'il ne voulait pas que ses enfants l'utilisent parce que c'était néfaste à son avis. Donc, en connaissant ces conséquences-là, est-ce qu'on prend les réseaux sociaux et on fait juste les jeter aux poubelles et les oublier? À mon avis, ça ne serait pas nécessairement la solution parce que, comme j'ai dit préalablement, il y a des impacts positifs de leur utilisation. Donc, on peut penser à des alternatives ou à des pistes de solutions qu'on pourrait utiliser pour améliorer notre utilisation et la rendre meilleure. Une des pistes de solutions serait un changement du mode d'affaires. On aurait aussi un changement dans les algorithmes, une décentralisation qui pourrait être faite et un changement dans la législation gouvernementale pour faire en sorte d'empêcher certaines formes de les rendre, dans le fond, inégales ou pas utilisables. Pour ce qui est du changement du mode d'affaires, une chose qu'on pourrait voir, ça serait de faire en sorte que l'utilisateur du produit ne serait plus le centre du produit. Et pour y arriver, on pourrait créer un abonnement mensuel où on peut voir l'exemple de YouTube qui a mis en place un système de YouTube Premium qui permet à ses utilisateurs qui payent un certain montant de pouvoir faire en sorte d'écouter YouTube sans avoir à regarder les annonces. Donc, ils ne sont plus nécessairement entièrement le produit de l'application. Et on peut aussi voir Twitter Blue qui vient d'arriver, dans le fond, qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser l'application sans avoir la moitié moins d'annonces et d'autres bénéfices. Donc, on peut voir l'arrivée d'Elon Musk a vraiment marqué, qui est arrivé à Twitter et a voulu, comme on voit sur l'écran, comme il a bien dit, laver la place, dans le fond. Et on peut voir sa série de tweets qui explique que pour lui, c'est important de faire en sorte qu'il y ait un abonnement pour remettre en main le pouvoir aux mains des utilisateurs et de pouvoir faire en sorte que Twitter génère des revenus d'une autre façon. Ensuite de ça, on pourrait avoir un changement sur les algorithmes d'utilisation. Les algorithmes, dans le fond, ils devraient être changés dans le sens qu'ils ne devraient pas nécessairement prédire qu'est-ce que l'utilisateur veut voir, mais on pourrait les mettre en ordre chronologique, par exemple. Ou ôter les mécanismes de rétention d'attention dans ces algorithmes-là. Un exemple est de quand vous écoutez YouTube, souvent, si on n'a pas changé les paramètres, ils vont référer des vidéos et ils vont jouer automatiquement tout de suite après. Une option que YouTube a mis pour contrer ça, c'est de faire en sorte qu'on peut aller dans les paramètres et faire en sorte que les vidéos ne jouent pas une à la suite de l'autre. Ça peut paraître anodin, mais ça fait en sorte qu'on va retirer une certaine partie de l'addition. Et aussi Twitter qui a récemment fait en sorte que le fil d'actualité est en ordre chronologique, ce qui fait en sorte que ça l'ôte encore une fois l'addition. Et on voit encore, c'est une grâce au site d'Elon Musk, encore une fois, qu'on voit qu'il est rentré dans les bureaux de Twitter pour encore une fois laver et qu'on voit qu'il a tweeté sur son compte qui était très content de l'ordre chronologique. Puis on veut voir ses fans, la photo comme en bas, qui sont très heureux de cette apparition. Finalement, on peut voir une décentralisation. En fait, c'est quoi une centralisée versus décentralisée? En fait, centralisée, c'est une seule instance ou un gouvernement qui va contrôler l'ensemble des décisions de l'entreprise. Tandis que décentralisé, c'est les utilisateurs qui vont pouvoir, entre eux, décider l'avenir de l'entreprise. C'est quoi un réseau social décentralisé? Dans le fond, c'est que le code source va être disponible par l'entièreté des utilisateurs. Les utilisateurs, entre eux, vont avoir un certain pouvoir. Enfin, ils vont pouvoir prendre une prise de décision pour savoir c'est quoi l'avenir du réseau social. On va aussi, dans le fond, avoir une sécurité accrue avec la chaîne de blocs qu'on va voir un peu plus tard. Et on peut aussi voir que c'est une utilisation
En fait, c'est tout. On va passer au prochain. Euh, Alors, on peut voir ici la technologie de la chaîne de blocs. Dans le fond, je vous ai présenté comme on peut voir en haut avec les 3 blocs qui se suivent un à la suite de l'autre. C'est des blocs qui s'enchaînent un à la suite de l'autre. Et si on en retire un bloc de cette chaîne, comme on peut voir le bloc jaune qui a été retiré de la chaîne, comment ça fonctionne? En fait, si on va voir les données, on va voir le hachage et on va voir le hachage du bloc précédent. Dans le fond, dans l'espace données, on va pouvoir voir les informations. Dans le fond, ça a été envoyé à qui, de qui, c'est quoi le contenu qui est envoyé. On peut aussi avoir dans le hachage avec le numéro du bloc. Le numéro du bloc, en fait, c'est comme une empreinte digitale, donc c'est pratiquement voire très difficile à recopier. Et pour s'assurer que cette technologie-là soit vraiment efficace, on va aussi avoir l'hachage du bloc précédent, dans le fond, qui peut être pris en compte. Donc, si ces 2 informations-là ne sont pas valides, le bloc ne sera pas validé. Et ça, on appelle ça une technologie de preuve de travail. Cette preuve de travail-là, c'est un système qui a été prouvé à être très, très difficile à pouvoir, comment je dis en français? J'allais dire hacker, mais pas pouvoir pirater. Et pour pirater ce système-là, il y aurait 3 choses qu'on devrait faire. Ça serait de pouvoir trafiquer l'ensemble des blocs du système qui ont été mis en place. Ensuite de ça, on devrait refaire la preuve de travail de chaque bloc. Et pour ce faire, il faudrait avoir 50% du réseau et plus, ce qui est assez peu probable. Sauf que, comme on peut voir, Elon Musk il commence à contrôler beaucoup. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, voici, ça c'est une liste de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser dès demain, qui sont décentralisés. Et j'ai montré leur ressemblance avec un réseau social qui est déjà très connu. Par exemple, Mastodon, qui est associé beaucoup à Twitter, qui est son frère jumeau en termes de décentralisation. Mind, Steam, puis DTube. DTube, qui est une plateforme qui ressemble beaucoup à YouTube. Donc, d'après vous, à quoi vont ressembler les réseaux sociaux de demain? Et avez-vous des questions sur la présentation? Donc, merci pour la belle présentation. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez merci pour les poser. Salut. Tu mentionnais le blockchain comme possiblement une solution aux réseaux sociaux, je ne sais pas, qui pourrait aider, mais les implémentations du blockchain sont présentement généralement des désastres environnementaux qui demandent énormément d'énergie pour donner des informations. Fait que si plus de réseaux sociaux, juste si on veut plus lentement, quelque chose de plus pratique, si plus de réseaux sociaux utilisaient des implémentations de blockchain dans leur processus de fonctionnement, on ne se retrouverait pas avec avec des désastres à la fois sociaux et environnementaux. OK. Ouais. Dans le fond, je dirais que oui et non, parce que dans le sens que les réseaux sociaux en ce moment sont déjà, les données sont déjà mises en place dans des centres de données qui utilisent beaucoup d'énergie, dans le fond. Donc, pour les changer, je ne crois pas que ça aurait nécessairement une grosse modification. Et aussi, dans le fond, il y a aussi, dans le fond, le fait que, par exemple, c'est arrivé récemment, Ethereum qui est passé qui ont fait un changement dans leur système de chaîne de blocs, qui avant était comme le Bitcoin, qui était dans le fond, une nuance à faire entre preuve de travail et proof of stake. Dans le fond, je suis plus sûr c'est quoi en français. Oui, exactement. Donc, ils sont passés vers une technologie plus verte. Donc, si on voit toutes les technologies changer pour une source de validation plus verte, d'après moi, c'est pas nécessairement un problème, mais c'est vrai que ça peut être un problème si on irait vers l'autre alternative qui est un peu moins environnementale. Parce que même que le blockchain, c'est juste une façon de valider que l'historique de ce qui s'est passé sur la plateforme n'a pas été changé de toute façon. Oui. Mais il reste quand même que si l'information qui est partagée sur la plateforme est horrible, on veut juste avoir un historique et ce qui est partagé est horrible, mais ça, c'est.
Ça, c'est vrai. C'est pour ça que c'est difficile à savoir si c'est la solution décentralisée à 100% ou ça serait une semi-décentralisation. Et même si c'est décentralisé, dans le fond, il y a les personnes, dans le fond, les utilisateurs ont un droit sur qu'est-ce qui est mis en place. Dans le fond, ils peuvent communiquer ensemble. Donc, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait une certaine chose qui soit mise en place pour faire en sorte que, dans le fond, on fait pas en sorte que les groupes terroristes, dans le fond, proclament ce qu'ils veulent faire, mais aussi, il faudrait faire en sorte de ne pas nécessairement bannir n'importe qui des applications comme Donald Trump qui a été banni de Twitter. Il faudrait comme essayer d'avoir une nuance entre les deux, un juste équilibre dans le fond. Merci pour ta présentation. J'ai juste une question. Je ne sais pas si tu sais, dans le numérique, c'est un des trucs qui pollue de plus en plus dans le monde. Je pense que la pollution engendrée par le numérique, c'est genre 8% d'augmentation par an dans le monde. Tu en penses, dans le futur, tu penses quoi, tu penses qu'on aura toujours accès à Facebook, à Netflix et tout ça, ou tu penses qu'à cause de la pollution locale, notamment par les terminaux, les ordinateurs portables, les téléphones, les centres de données, il y a un moment où ça va s'arrêter, ça va saturer, ou tu vois comment l'Internet de demain? Dans le fond, à cause qu'il y aurait trop de données, dans le fond? Trop de données, ça pollue trop, ça engendre trop de matières premières. Ça engendre trop de matières premières, l'extraction de matières premières pour construire les ordinateurs, les téléphones, les centres de données, les câbles pour relier, les câbles électriques pour relier les centres de données aux utilisateurs. Enfin, tout ça, ça génère une pollution monstrueuse. Je pense qu'on doit être proche. La pollution totale engendrée par le numérique, ça doit être proche des camions qui roulent sur la route dans le monde. On doit être à peu près équivalent. OK. Ben, je n'ai pas lu spécifiquement sur ce sujet-là, malheureusement. Il y a le chiffre mais... en France qui publie régulièrement là-dessus. OK. La pollution engendrée par le numérique, c'est exponentiel. Mais ça, je viendrais dire, pour avoir vu une conférence sur les voitures autonomes, dans le fond, c'est que c'est pas nécessairement, si on change une technologie, c'est pas nécessairement le fait de changer qui va faire en sorte d'améliorer la situation, comme c'est pas nécessairement le fait de changer pour les voitures électriques qui va améliorer la situation, mais c'est de faire un cycle de vie. Dans le fond, c'est de faire en sorte que, par exemple, en passant pour les voitures électriques, dans le fond, on va venir trouver une façon de recycler les batteries, de faire en sorte que le cycle de vie soit complet. Fait, je verrais la même chose pour l'utilisation des téléphones, par exemple, ou des outils. Ce serait de faire en sorte de faire un cycle de vie qui est efficace. Parce que présentement, je pense que ce n'est pas nécessairement le cas, dans le sens que beaucoup de personnes changent de technologie souvent quand un nouveau téléphone sort et ils ne vont pas nécessairement faire le cycle de vie pour leur ancien téléphone. Mais ça serait vraiment de changer les mentalités, faire en sorte de changer les types d'économie, dans le fond, pour faire en sorte qu'on ne soit pas nécessairement sur toujours avoir ce qu'il y a de nouveau, mais faire en sorte de vraiment faire un cycle de vie qui soit efficace. Et donc, tu penses que Internet, ça ne va jamais saturer, qu'on pourra toujours avoir de plus en plus de données, de plus en plus on pourra toujours échanger de plus en plus, il n'y aura pas de limite. Mais dans le fond, avec les projets que je présente, dans le fond, la décentralisation, c'est de faire en sorte que les personnes utilisent moins les réseaux sociaux, mais ils l'utilisent pour des raisons valables. Dans un sens, si on utilise les mécanismes d'addition, les gens vont utiliser moins les réseaux sociaux, vont passer moins de temps dessus. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement un rapport constant, mais on pourrait voir une certaine baisse de contenu sur ces réseaux-là. Merci. De rien. Je me permets une question parce que c'est super intéressant cette présentation de problématiques éthiques. Là, il y avait tout l'enjeu de la décentralisation comme solution. Oui, ça serait une possible solution. Puis, moi, ce que j'avais comme question, c'est que, bon, Elon Musk, comme solution, je ne sais pas pour Twitter, mais ce que je me demandais, c'est vraiment, toi, qu'est-ce que tu en penses en termes de décentralisation? Il me semble qu'il avait pitché comme nouvelle idée un peu de grand monarque là, qui arrive à Twitter, de faire payer le check, dans le fond, la mention de l'identité, 20$ par mois. Là, qu'est-ce que tu en penses par rapport peut-être aux créateurs qui utilisent cette plateforme-là? Ouais. Comment tu ferais un axe de décentralisation là-dedans? Ben moi, pour ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment un pas vers la bonne direction, dans le sens que c'est une des premières compagnies de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, qui va faire en sorte de mettre un abonnement payant. Puis mettre un abonnement payant, c'est vraiment, comme j'essaie de mentionner tantôt, c'est de faire en sorte que l'utilisateur n'ait plus le produit premier, mais qu'il y a d'autres produits derrière ça. Fait qu'on n'a plus besoin des techniques de rétention d'attention
aussi présente pour ces réseaux sociaux-là. Puis aussi, je pense que dans le fond, son Blue Check aussi, qu'il a mis, je pense que c'est 8 $ par mois, mais US, mais qui s'adapte en fonction du pays qu'on est. Dans le fond, c'était aussi mis en place pour faire en sorte que donner le pouvoir aux mains de la population. Dans le fond, c'est faire en sorte que si, par exemple, je ne suis pas un humoriste, je ne suis pas un premier ministre, mais ma valeur de ce que je dis a autant de pouvoir qu'une autre personne, qu'un journaliste, qu'une autre personne, parce que ce n'est pas nécessairement vrai que c'est seulement les journalistes ou les politiciens qui ont plus raison qu'un citoyen de la vie de tous les jours. Fait, je pense que c'est vraiment pour ça que c'est mis en place. C'est parfait pour aller sur la question que j'avais. En fait, j'ai mal écouté l'introduction au début de ton introduction. Et c'est une question pour toi. Quand en fait, tu fais des études là-dessus, mais c'est quoi ton rôle là-dedans? Et quel serait le meilleur rôle pour changer les choses? C'est-à-dire humoriste, politicien, tout ce que tu viens de dire. Ou, puis la question initiale, c'est toi, comment tu te situes là-dedans? Mais moi, en fait, ça, je suis un étudiant au baccalauréat, mais je suis vraiment intéressé par l'aspect de la problématique, dans le fond, de l'addiction des réseaux sociaux. Donc, c'est un domaine que j'ai fait plusieurs recherches personnelles. Puis, c'est quoi l'autre partie Qu'est-ce que tu as l'air vachement investi là-dedans, mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour changer les choses? OK. Mais c'est une bonne question. Mais dans le fond, en faisant les recherches pour la présentation, j'ai réalisé que le nombre de réseaux sociaux décentralisés ou, mettons, qui utilisent de moins en moins de mécanismes d'addition est de plus en plus présent et de plus en plus en train de devenir à la mode. Puis aussi, quand il y a eu la transition entre Twitter et Mastodon, dans le fond, les réseaux sociaux décentralisés, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est quand Elon Musk a pris le contrôle, dans le fond, a acheté Twitter, la communauté s'est un peu révoltée dans le sens, l'homme le plus riche du monde a le contrôle sur un des plus grands réseaux sociaux. Fait il y a une couple de personnes plusieurs personnes qui ont voulu partir sur un autre réseau social qui est décentralisé, qui est Mastodon, dans le fond, le petit frère de Twitter, version décentralisée. Fait que de ce que je vois, c'est comme il y a une opportunité en ce moment pour les réseaux sociaux décentralisés à cause de ce qui se passe présentement et aussi, par exemple, ce qui s'est passé récemment avec Facebook. Fait d'après moi, il y a une possibilité là-dedans. Puis moi, qu'est-ce que je viendrais faire là? Qu'est-ce que je voudrais faire potentiellement plus tard, ça serait essayer de rendre ça attrayant pour l'ensemble de la population, parce que je pense que c'est un des gros problèmes en ce moment. De rien. Merci pour la présentation et pour vos questions.